Et Donald Trump s'est montré ravi de sa grande parade militaire organisée à Washington hier. Le président américain fêtait ses 79 ans avec ce défilé organisé pour les 250 ans de l'armée américaine. Journée marquée aussi par les manifestations de ses opposants dans tout le pays pour dénoncer l'autoritarisme de Donald Trump, avec notamment plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans les rues de New York. Le rugby, Toulon retrouve les demi-finales du top 14 après une victoire à domicile face à Castres 52-23, match serré jusqu'au bout. Pour sa demi-finale, Toulon a rendez-vous avec Bordeaux-Bègles. Tout de suite, c'est lui de 30 France Info, l'invité, le député macroniste européen Renew Bernard Guetta, avec Bérangère Bonte et Adrien Beck. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Au moins 10 morts, 35 disparus en Israël après les frappes iraniennes de la nuit. Le bilan s'alourdit. De l'autre côté, les Israéliens poursuivent leur offensive, notamment sur Téhéran, avec des frappes sur le ministère de la Défense. Ces dernières heures, quel regard portez-vous sur les événements de ces dernières heures, avec ce qui semble de plus en plus ressembler à une vraie escalade? Écoutez, contrairement à ce qui se passe, hélas, et continue de se passer à Gaza, c'est une vraie guerre qui oppose deux États. Deux États qui ont des armées régulières, des armées irrégulières aussi, côté iranien. Hein. L'affrontement est loin d'être terminé. Cela étant, je vois mal... au point où on en est, comment le régime iranien ne pourrait pas en sortir considérablement affaibli. C'est-à-dire ? Est-ce que vous imaginez, comme d'ailleurs le souhaite Benyamin Netanyahou, que ça puisse aboutir à une chute du régime iranien ? Ce n'est pas impossible. Je n'imagine pas une insurrection populaire, quel que soit le degré d'impopularité absolue de ce régime aujourd'hui en Iran. Pour quelle raison, s'il est à ce point impopulaire ? Tout simplement parce que la répression depuis maintenant 3 ans, enfin depuis les débuts du régime, mais particulièrement depuis 3 ans dans le dernier moment, a été très 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 brutale. Que les gens ont toutes les raisons d'avoir peur d'une sauvagerie de la réaction du régime, et que s'ils se sentaient menacés par la rue en même temps qu'il l'est par les bombes israéliennes, sa réaction serait de tirer dans le tas, évidemment. Donc je n'imagine pas a priori, mais je peux me tromper, chacun peut se tromper. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais a priori, j'imagine plutôt s'il y a un changement de régime, une révolution de palais. Parce qu'il peut y avoir des gens au sein du régime qui se disent nous sommes tellement affaiblis que d'une manière ou d'une autre, nous allons tomber, autant me distancer de ce régime et être du côté des gagnants que du côté des perdants. Un mot peut-être sur les raisons qui ont poussé Israël à intervenir. Menace nucléaire imminente. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on estime que cette menace est potentiellement imminente. Alors là, elle le serait encore davantage, c'est ce que disent les Israéliens. Est-ce que vous les croyez ? Non, ce n'est pas seulement ce que disent les Israéliens, c'est ce que dit aussi l'Agence sur l'énergie atomique, et de toute manière, c'est absolument vraisemblable. Les Iraniens... Sur la militarisation de l'arme nucléaire, on n'y est pas encore, semble-t-il. Mais bien sûr qu'on n'y est pas encore, mais du point de vue israélien, quand vous avez en face de vous un régime qui, depuis sa naissance, proclame officiellement qu'un de ses buts prioritaires, pas le seul, mais vraiment un de ses buts prioritaires, est la destruction de l'État d'Israël, que vous voyez ce régime progresser vers l'arme atomique, vous vous dites que vous n'avez aucune raison d'attendre qu'il s'en dote. Or, il est évident que oui, il a progressé et qu'il n'a jamais cessé de progresser. Et là, par la faute de Donald Trump, qui a cassé l'accord auquel les grandes puissances étaient parvenues avec l'Iran sous le mandat de Barack Obama, oui, il y avait une reprise accélérée de la marche iranienne
vers l'arme atomique. On va parler des Américains dans un instant, mais attaquer un site nucléaire comme l'ont fait les Israéliens, le patron de l'AIEA a rappelé à l'ONU que c'est interdit par le droit international. Est-ce que ça crée un précédent dangereux ? Ça vous inquiète ? Le monde entier est aujourd'hui un précédent dangereux. On voit une puissance russe, en l'occurrence, qui agresse l'Ukraine en disant que c'est son intérêt national et que l'Ukraine n'existe pas. On voit un président des États-Unis annoncer que oui, il n'exclut pas d'employer la force pour annexer le Groenland, etc. On voit évidemment Israël bombarder la bande de Gaza et couper presque totalement, ça n'a jamais été 100%, mais vraiment presque totalement l'accès de l'aide humanitaire. Oui, tout constitue des précédents aujourd'hui et des précédents aussi déplorables que dangereux. Vous savez, plusieurs fois que vous parlez de Gaza, cette offensive-là renvoie encore un peu plus aux oubliettes, cette partie-là cet autre, vous dites pas conflit, parce que c'est pas un conflit. C'est pas un conflit entre États. C'est une situation de guerre. Mais écoutez, renvoi aux oubliettes, ça ne devrait surtout pas renvoyer cette situation aux oubliettes. Non, il faut continuer à parler de Gaza. Comment vous expliquez ce silence, la communauté internationale Non, écoutez, il n'y a pas silence sur Gaza. Oui. Non, écoutez, il n'y a pas. Vous entendez beaucoup de voix en France pour se mobiliser, comme vous avez entendu autrefois, je ne sais pas moi, un Bernard Kouchner sur certains. C'est pas porté par aucune grande voix. Écoutez, le temps des protestations organisées par les intellectuels est révolu depuis très longtemps. C'est pas seulement sur Gaza, c'est sur à peu près tous les sujets. Ça date cela des années 60, 70, 80, 90 encore un peu. Mais donc, non, écoutez, il y a beaucoup de protestations au contraire, notamment des capitales européennes, de Londres, Paris, Berlin, depuis maintenant un peu plus d'un mois. C'est-à-dire beaucoup trop tard. Mais ne pensons pas qu'il n'y ait rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup, au contraire. Le plan franco-saoudien de reconnaissance de l'État palestinien est donc suspendu. Emmanuel Macron l'a excusez-moi. Non, ce plan n'est pas... D'abord, c'est pas vrai. Je termine juste ma question. Est-ce que vous souhaitez, précisément, peut-être parce que ce plan n'est pas suspendu, que la conférence qui devait l'acter soit reprogrammée le plus vite possible? Je pense qu'elle devrait l'être, parce que, officiellement, en tout cas, et nous n'avons pas de raison de ne pas croire à la véracité de cette explication, cette réunion a été reportée tout simplement pour des raisons logistiques, parce qu'il y a, comme vous le savez, des difficultés pour l'espace dans l'espace aérien de la région. C'est pas aussi une façon pour Emmanuel Macron de se sortir pour un temps, de temporiser sur quelque chose qui peut apparaître dans la période comme un piège diplomatique? Écoutez, un piège diplomatique, je ne vois pas pourquoi, parce que je ne vois pas en quoi la guerre, parce que, encore une fois, là, c'est une guerre totale israélo-iranienne, devrait repousser la reconnaissance d'un État palestinien qui, à mes yeux, et je crois aux yeux du président de la République, est toujours aussi nécessaire. Bernard Guetta, eurodéputé Renew, vous restez avec nous, on se retrouve juste après le Fil Info, 8h40, Diane Ferchit. Au moins 10 morts, des dizaines de blessés dans la région de Tel Aviv et à l'ouest de Jérusalem. Selon les autorités israéliennes, il y a également 35 disparus dans une nouvelle attaque de missiles venus d'Iran au cours de la nuit, attaque sur le sol israélien. Alors que l'État hébreu a poursuivi pour la 3e nuit consécutive ses frappes en Iran, l'armée dit avoir visé à nouveau des cibles liées au projet d'armes nucléaires du régime iranien. Visite officielle d'Emmanuel Macron au Groenland, le territoire grand comme 4 fois la France, confronté à la convoitise de Donald Trump ainsi qu'à la fonte des glaces. Le chef de l'État sera aux côtés de la première ministre danoise. Des centaines de policiers mobilisés pour une chasse à l'homme aux États-Unis à la recherche du tireur qui a tué une élue démocrate et son mari dans le Minnesota, qui a également blessé un sénateur aussi démocrate dans le même secteur. Ils ont été attaqués à leur domicile. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, parle d'un acte de violence politique. En cette période de forte chaleur, la baignade comporte des risques. C'est ce que rappelle la préfecture de la Loire sur le réseau social X. 2 adolescents de 14 et 15 ans sont morts noyés hier dans une zone sauvage des bords de la Loire, tout près de Saint-Étienne. Zone interdite à la baignade. France Info.
Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Ce matin, Bernard Guetta, eurodéputé Renew, on parle de ce conflit entre Israël et l'Iran. Et l'Europe dans tout ça. L'Union européenne, qu'on n'avait pas entendu dans les premières heures, a appelé hier à la désescalade. Pourquoi ce silence d'abord déjà ? Pourquoi ce temps ? Écoutez, un silence, pourquoi parler d'un silence ? L'Union européenne n'est pas un État, comme vous le savez. Sa diplomatie n'est encore qu'embryonnaire. Et l'Union européenne réagit en fonction du sentiment majoritaire et souvent unanime ou pas unanime des États membres. Là, ce qui est compliqué, c'est que certains pays, France, Allemagne et Royaume-Uni, même s'ils ne sont plus au sein de l'Union européenne, ont été impliqués en 2015 au moment de l'accord avec les Iraniens. Est-ce que c'est ça qui complique en tout cas la réponse européenne ? Et en fait, quel doit être le rôle de l'Europe dans cette affaire ? Vous savez, d'une manière générale, plus les tensions internationales s'approfondissent, plus on voit ressurgir les grandes capitales de l'Europe continentale ou géographique, et non pas notamment l'Europe au sens Union européenne. Voyez que sur l'Ukraine, aujourd'hui, il y a un axe qui comprend Londres, Paris, Berlin, Varsovie. C'est pas l'Union européenne. C'est l'Union européenne plus la Grande-Bretagne et plus la Norvège et en vérité plus le Canada et l'Australie. Les choses évoluent. Sur le Proche-Orient, ce sera et c'est déjà exactement la même chose. La Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne mais revient en Europe. Et donc, les choses évoluent considérablement. Mais l'Europe et les grandes puissances dont vous parlez, européennes, France, Allemagne et Royaume-Uni, peuvent être entendues. Quel peut être leur rôle dans ce conflit ? Mais vous savez, souvent, des Israéliens ou des Palestiniens me disent « Oui, mais l'Europe me pose la même question que vous. » Et je leur réponds systématiquement « Mais pourquoi ? Vous trouvez que les résultats de la politique américaine dans votre région sont si éblouissants ? Non. Que peut l'Europe ? Que peuvent les États-Unis ? Que peuvent la Chine ? Que peuvent la Russie ? Et je pense au contraire que, premièrement, les États-Unis vont continuer, parce que le mouvement est déjà amorcé, à s'éloigner très doucement du Proche-Orient comme ils le font déjà de l'Europe, et qu'on va voir l'Europe se réengager au Proche-Orient pour une raison simple, c'est que nous avons un lac commun que les Romains appelaient Mare Nostrum et qui est la Méditerranée. Et évidemment que ce qui se passe sur les autres rives de la Méditerranée nous concerne, nous, Européens, beaucoup plus directement que ça ne concerne et concernera les États-Unis. Mais la France militairement, par exemple, participe. Emmanuel Macron a dit on défendra les Israéliens s'ils sont attaqués. A dit on défendra au futur. Je crois même qu'il a employé un conditionnel, c'est-à-dire on défendrait s'il y avait lieu de le faire. C'est le cas aujourd'hui ? Actuellement ? Non, je ne crois pas. Pourtant, l'Iran est en train d'attaquer Israël. Oui, mais enfin, je crois que les Israéliens se défendent très bien tout seuls. Il y a eu quand même... oui, bien sûr, il y a eu, mais Tel Aviv n'a pas été détruit par les bombardements dans la nuit précédente. Un mot quand même sur les négociations sur le nucléaire. Est-ce que, à vos yeux, l'option diplomatique, elle peut encore demeurer ? Emmanuel Macron, qui a eu le président iranien au téléphone hier, lui demande de revenir à la table des négociations. Il a raison de le faire. C'est une forme de posture pour le dire. Non, je dirais pas que c'est une forme de posture. C'est un appel à la raison. Mais est-ce que cet appel à la raison peut être suivi des faits ? Je crains que non, sauf si ce régime s'effondre ou se casse. Ce qui n'est pas la même chose, évidemment. S'effondre ou se casse. Partons au Groenland. Les acteurs sont un peu les mêmes, parce qu'on va reparler de Donald Trump. Oui. Et c'est Emmanuel Macron qui est sur place cet après-midi pour marquer la solidarité de l'Europe avec le Danemark, envoyer un signal aussi de la détermination de l'Union européenne après les menaces de Donald Trump d'annexer cette île qui est semi-autonome, on le rappelle. Vous attendez quoi ? Un signal fort ? Quel genre de signal ? Et comment l'Europe peut-elle espérer, la question est toujours la même en fait, peut-elle espérer retenir le bras des Américains dans cette histoire ? Écoutez, ce serait
plutôt que ce sera. Ce serait assez difficile pour les États-Unis, pour Donald Trump, de passer, de mettre en œuvre ces menaces. Je ne le vois pas envoyer des troupes au Groenland, ni même actionner, puisqu'il a déjà des bases. Les États-Unis ont déjà des bases de très longue date, au Groenland, d'actionner ces bases. Non, mais en revanche, les Européens, depuis de longs mois déjà, depuis les premières menaces américaines, multiplient les signes de solidarité, non seulement avec le Danemark, mais avec le Groenland lui-même, parce que cette région semi-autonome du Danemark ne cesse de marteler par la voix de tous ses dirigeants sur tout l'échiquier politique, qu'ils ne veulent être ni danois, ni américains, mais groenlandais. Mais attendez, vous dites qu'il n'y a pas de menace. L'annexion, vous avez raison, c'est probable qu'elle n'ait pas lieu en tant que telle. Mais elle ne se réalise pas, les quelle menaces. est la menace réelle la menace réelle des États-Unis, c'est évidemment des pressions économiques et politiques. Trump pense pouvoir acheter, tout simplement, politiquement et financièrement, non seulement le Groenland, mais les Groenlandais. Il pense que la force du dollar fera ce que il ne veut pas faire par les forces armées. Mais je crois que ça aussi c'est une illusion. Mais alors à quoi ça sert s'il n'y a pas vraiment de menace qu'Emmanuel Macron s'y rende? D'autant, je le rappelle, que le Groenland ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est un pays en quelque sorte qui est associé à l'Union européenne. Donc ce n'est pas à proprement parler l'Europe. D'ailleurs, géographiquement, ça n'est pas l'Europe. Écoutez, la menace sera d'autant moins crédible que la riposte sera forte. Et c'est quel message il doit porter ? Mais le message, il est extraordinairement simple. C'est premièrement, vous n'avez pas le droit, chers amis américains, d'envisager une annexion par la force. Deuxièmement, c'est aux Groenlandais de décider de leur sort. Et troisièmement, le Groenland est un territoire non pas de l'Union européenne, mais d'un État membre de l'Union européenne. Et donc, nous le défendons politiquement et même, si c'était nécessaire, mais on n'y croit pas trop, militairement. Est-ce qu'il faut se positionner pour aller exploiter les ressources minières au Groenland, nous, Européens ? Écoutez, si les Groenlandais veulent passer des accords avec nous, oui, ce serait tout à fait souhaitable, mais nous ne sommes pas des Trumpistes, nous nous comportons pas en annexionnistes. Merci à vous, Bernard Guetta, eurodéputé Renew, d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Merci Bérangère Bonte. Il est 8h50 et vous êtes sur France Info. C'est le fil info de Diane Ferchit. Depuis vendredi et les premières répliques iraniennes, 13 personnes ont été tuées en Israël. Déclaration ce matin du Premier ministre Benjamin Netanyahou. 10 morts rien que la nuit dernière et des dizaines de blessés ainsi que 35 disparus dans la région de Tel Aviv et à l'ouest de Jérusalem. Israël, de son côté, a mené une nouvelle série de frappes sur l'Iran visant des projets d'armes nucléaires selon le ministère de la Défense israélien au 3e jour de confrontation militaire entre les deux pays. La sanction est rarissime pour un ancien président de la République. Nicolas Sarkozy est exclu de la Légion d'honneur après sa condamnation définitive pour corruption dans l'affaire dite des écoutes. L'arrêté a été publié au journal officiel. L'ex-président est aussi exclu de l'Ordre national du mérite. L'incendie sur un site de traitement des déchets classé Céveso dans les Bouches-du-Rhône est à présent éteint. Le feu a fait 5 blessés légers, dont un gendarme et un pompier. Selon la préfecture, pas de toxicité dans l'air, mais une pollution dans l'étang de Berre. Le cycliste Romain Bardet va ranger définitivement le vélo ce soir après 14 ans passés au plus haut niveau. Dernière étape du Critérium du Dauphiné, du Val d'Arc au Val-Cenis en Savoie. Départ à 13h30. France Info. Et nous avons rendez-vous à présent avec les livres, comme chaque dimanche matin, et avec nos 3 experts, Rémi Bossaron, Jean-Christophe Augier, Cécile Ribocaillol. Bonjour à tous les 3. Bonjour Adrien. Cécile, vous continuez de donner la parole à des auteurs primés cette année qui nous donnent leurs conseils lecture pour l'été. Et cette semaine, c'est Marion Brunet, prix Astrid Lindgren 2025. Marion Brunet a reçu l'annonce par téléphone en avril dernier avec un fou rire tellement énorme et plein d'émotions qu'il résonne encore jusqu'à Stockholm, où depuis le 9 juin dernier, l'autrice a été officiellement auréolée du prestigieux prix Astrid Lindgren 2025. Donc si on peut dire carrément l'équivalent